Le sujet que je vous propose aujourd'hui, c'est celui des souvenirs, et notamment des souvenirs dits traumatisants, ou plutôt, je précise encore, des souvenirs de traumatisme. Ça me semble plus juste de le dire de cette façon. Alors, deux choses me semblent indispensables à mettre en avant pour permettre à notre écoute de demeurer totalement ouverte. Le premier point nous vient de la réflexion freudienne. Et le second nous est fourni par les neurosciences comme une espèce de confirmation du premier point. Alors le premier tout d'abord, dans l'article intitulé « Construction dans l'analyse », Freud écrit en 1937 que la levée totale de l'amnésie infantile est chose impossible et que par conséquent la construction est absolument nécessaire. 2 ans plus tard, en 1939, donc l'année de sa mort, Freud précise la chose dans son ouvrage « L'homme Moïse ». Et il avance que les traumas infantiles vécus avant l'âge de 2 ans et demi ne peuvent pas être enregistrés comme souvenirs parce que les traces verbales manquent et que en conséquence ce qui demeure amnésique peut se manifester non pas sous la forme de souvenirs, mais revenir sous la forme de passage à l'acte, de comportements hallucinatoires, de somatisation, etc. Le second point, qui amène plus de 60 ans plus tard de l'eau à la réflexion freudienne, c'est ce que nous apprennent les neurosciences à propos de la mémoire. Et là, le constat est sans discussion, à savoir qu'un souvenir fidèle, ça n'existe pas. Eric Kandel, prix Nobel de médecine en 2000, nous l'explique de cette façon. Le jeu des circuits nerveux et des millions de synapses qui offrent autant de bifurcations est en perpétuel réaménagement. Le cerveau fonctionne comme une immense toile où chaque expérience va laisser une trace fonctionnelle singulière qui réorganise les traces anciennes. Le cerveau offre donc une plasticité telle qu'il enregistre ce qu'il y a de singulier dans l'expérience de chacun. Un exemple relativement fréquent en analyse. Un patient évoque un rêve, ou sa phobie de l'avion, ou de l'autoroute, ou encore un malaise inexpliqué, une attaque de panique, bref, des circonstances très variées liées par un point commun. Il est question d'enfermement, d'étouffement, d'impossibilité de sortir. Les cliniciens savent de quoi je parle. Très souvent, les manifestations somatiques sont de la partie sur le divan. C'est-à-dire que les tripes parlent autant que les mots. Et dans ces moments-là, un thérapeute peut partir à la recherche d'un déclencheur que le patient aurait remisé tout au fond de sa mémoire. Le patient lui-même peut évoquer un événement de son histoire qui serait, selon lui, à l'origine de ces symptômes. Question, et alors ? Premièrement, la révélation du déclencheur ne changera rien aux symptômes. Deuxièmement, rien ne dit que l'événement en question a été réellement vécu. Il peut venir à la pensée d'un autre thérapeute les travaux de Stanislas Grof avec ses matrices périnatales et avant lui ceux de Otto Rank considérant la naissance comme le traumatisme premier, fondateur, fondamental. Alors évoquant ces deux hommes, Grof et Rank, parmi d'autres, vous comprenez déjà que le psychanalyste ne peut pas se comporter comme le grand vérificateur du factuel. Ça n'est pas du tout sa fonction. Il a juste à accepter les associations qui pourraient se faire à un certain moment avec l'enfermement dans la matrice, la difficulté de s'extirper de la matrice, la terreur liée au passage écrasant dans la matrice, les obstacles qui s'opposent à sa libération de la matrice, etc. En outre, se contenter de l'aspect descriptif d'un trauma, et même
et même de son aspect cathartique, ne saurait suffire. Parce que au-delà de ce que je viens de mettre en avant, on sait que tout le passé d'un sujet se trouve obligatoirement recomposé par la cure analytique. Si, comme le précisait Freud, une part de l'originaire échappe forcément à la mise en mots ou à la mise en scène fantasmatique, eh bien on comprend que le récit produit par l'analysant comporte à l'évidence une part de construction. Je vais encore plus loin. On connaît bien le phénomène de la paramnésie, cette sensation de déjà-vu ou de déjà-vécu. Alors, d'un point de vue médical, la personne fabrique de faux souvenirs. Elle juxtapose des événements purement imaginaires avec des faits réels. La paramnésie se produit lorsque le cerveau perd la notion du temps, c'est-à-dire qu'il y a alors confusion entre passé, présent et futur. Eh bien, Freud avait déjà distingué le déjà vu, le déjà vécu, le déjà senti. Ces impressions, selon lui, étaient assimilables au déjà rêvé et relevaient de quoi? Du fantasme. L'impression répétitive de déjà vu se rencontre ainsi dans ce qu'on appelle la paramnésie de certitude, c'est-à-dire lorsque le sujet est persuadé d'avoir vécu une situation. Elle fait également partie du tableau clinique de ce qu'on appelle le syndrome de Korsakoff, qui provoque une perte de repères chronologique après une forte ingestion d'alcool ou d'autres substances. Le patient n'arrive plus du tout à placer les événements dans la chronologie où ils se sont produits. C'est-à-dire qu'il ne sait plus discerner le vrai du faux. Et il fabrique alors inconsciemment des souvenirs ou croit revivre des situations. Eh bien, voyez-vous, tous ces éléments confirmés par les neurosciences, ne doivent pas nous faire oublier qu'il y a un siècle, Freud les avait éclairés en abandonnant sa théorie initiale de la théorie de la séduction au profit de la théorie du fantasme. Ce qui aujourd'hui encore doit être présent à notre esprit lors de l'écoute du récit de souvenirs, qu'il soit traumatique ou non. La construction est toujours présente, il faut l'accepter. Quel que soit le degré de vraisemblance du récit, le but n'est pas de le valider ou de l'infirmer. C'est de la matière. Voyons simplement ce que la parole de l'analysant va en faire.